Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 3 juin 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler BTC. Normal, on va parler crypto, oui, mais surtout on va aborder la question très importante, comment ça se fait que les cryptos sont en train de s'enfoncer alors que la macro US est en train d'arracher le sol, comme on est en train de voir avec le SP500, avec le Nasdaq la semaine dernière, donc on a des surperformances macro, et on va essayer de comprendre comment ça se fait que justement la crypto ne monte pas plus que ça, ou en tout cas continue sa chute inexorable, qui est certes très lente, mais qui est quand même très réel, et il va falloir se poser la question de comment ça se fait, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir suivre la macro, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir avoir un retour des capitaux, pour pouvoir repartir sous une forme, je dirais pas de bull run, mais sous une forme d'accélération haussière comme on a pu connaître sur le début d'année. Est-ce que oui ou non on est dans une respiration classique, ou est-ce que on attend justement une cassure très forte, baissière, pour nous aller retester des zones beaucoup plus basses, comme les 20 000 $ que l'on attend déjà depuis un certain temps, 25 200 dans un premier temps, et ensuite 20 000 comme on peut le voir dans toutes les différentes quotidiennes. Et je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Fungible, qui est un jeu play to earn basé sur des NFT et le tennis. Les performances des joueurs de tennis professionnels influenceront directement les cartes NFT qu'on attribuera à notre joueur, et ce joueur directement montera en compétence avec notamment les cartes qu'on lui attribuera. Ce sont justement des cartes NFT fungible qui sont mises en place et qui sont connectées en plus à la réalité et qui évolueront par rapport en tout cas à l'évolution du personnage. Pour vous donner un exemple, on va avoir le score, le mental, le service, chacun avec un pourcentage qui vont influencer directement votre personnage. Étant lié aux différentes compétitions, ça vous oblige un petit peu à savoir quels sont les meilleurs du moment à avoir, et ça fluctue systématiquement. Et c'est un petit peu aussi la force que l'on peut retrouver au niveau de ce type de projet, c'est qu'on a vraiment une liaison entre le monde réel et le NFT pour avoir de la valeur ajoutée directement au niveau du jeu en lui-même. On va avoir donc service, mental, score, return avec les différentes explications, et on voit bien ici le personnage que l'on a, on attribue les cartes sur la droite et on voit qu'on a vraiment la mise en place d'un jeu dans lequel on n'a pas encore trop de footage, mais d'après ce qu'on est en train de voir ici, on voit qu'on a quand même un jeu qui est relativement accessible, qui va être en même temps interactif. Ce n'est pas juste un jeu de simulation, on va avoir une partie tactique qui va être mise en place et une partie jeu, on a des grosses licences qui sont dedans et des gros ambassadeurs, on a une équipe qui est plutôt solide, et je vous invite à lire notamment le white paper qui est dispo, qui vous permet de voir un petit peu plus où on en est au niveau de la tokenomics. En tout cas, ils sont en phase de lancement, ils ont lancé ici la marketplace que l'on peut retrouver, avec 48 NFT disponibles, uniquement pendant 48 heures, pendant Roland Garros, ce qui est en même temps tout à fait logique par rapport à ça, dans lequel on va avoir du platinium, donc qui sont des cartes très spécifiques et uniques, on voit bien ici 1-1, on va avoir du gold, et on va avoir ici du silver, donc avec à chaque fois des niveaux de rareté, donc des capacités, enfin en tout cas un niveau de performance qui va être moindre, et surtout on a des bonus supplémentaires. Pour le Platinum, pour vous donner un exemple, quand on achète et qu'on gagne en fait le bid ici Platinum, on va avoir une raquette du joueur qui va être signée, donc qui va nous être envoyée, on va avoir 0,5% de royalties à vie sur les achats des Fungi Skills, donc qui sont en fait ces cartes-là, et on va avoir une chance de gagner 2 billets pour la finale de Roland Garros 2024, plus des skins et différentes choses qui sont notées in-game. Donc il y a quand même un véritable intérêt. Pour les golds, ça va être quoi? Ça va être une balle de tennis géante plus tout ce que je vous ai dit avant sans la raquette, donc ça, la balle de tennis remplace la raquette. Et pour les silver, c'est juste les royalties plus la chance de Roland Garros et les cosmétiques in-game qui vont évoluer. C'est un système de bid, donc ça veut dire qu'il faut tout simplement déposer ici une enchère. Cette enchère va durer pendant 48 heures, et si vous êtes l'enchère la plus haute, tout simplement vous récupérez soit donc dans celle-là la carte, soit dans celle-là une des 10 cartes, et dans celle-là une des 100 cartes qui seront utilisées directement en jeu. Pour ça, ça se passe directement sur Polygon, il faut connecter votre wallet Polygon, avoir des Matic, et idéalement même, pourquoi pas des WMatic si vous les avez pas, c'est pas grave, directement on vous propose de le faire, et à partir de là, vous pouvez
le faire directement. Si vous êtes intéressé, je vous mets tout en commentaire, en description, vous avez le lien notamment pour la marketplace, vous avez le lien pour les différents réseaux sociaux, ainsi que le lien du site pour avoir toutes les informations, si ça vous intéresse, d'avoir ne serait-ce que déjà une raquette signée pour les Platinum, chose qui est déjà relativement rare, donc ça pourrait être intéressant si vous le souhaitez, et si vous êtes passionné forcément de tennis, ça va vous intéresser. Moi personnellement, ayant joué pendant très longtemps au tennis, c'est un projet qui m'a beaucoup plu, et je vous mets tout en commentaire, en description, et on reprend la vidéo tout de suite. On attaque avec une vue hebdomadaire du CME, donc Chicago Mercantile Exchange, qui est la représentation, si vous avez l'habitude d'être sur la chaîne, vous connaissez, qui est la représentation des institutionnels de Chicago, enfin en tout cas US, et qui sont basés principalement à Chicago, dans lequel on a une clôture weekly qui se fait le vendredi soir, et on voit que la clôture ici c'est terminé, qui marque encore une fois ici vraiment une grosse incertitude, dans lequel on a eu vraiment 2 grosses bougies d'incertitude 2 semaines précédentes. Là on a une accélération début de semaine et une cassure baissière très forte qui s'est effectuée. On a quand même une bougie qui est en train de montrer potentiellement un round-up pour pouvoir faire un petit retest et pouvoir repartir comme ça. Est-ce que oui ou non on est dans un rebond? Est-ce que oui ou non on est plutôt dans un retest qui pourrait être classique pour une continuité baissière et aller chercher beaucoup plus bas, à savoir qu'on a une grosse partie d'imbalance qui se trouve là? Est-ce que on fait un rebond sur la R à 25 200? C'est la grande question, et c'est ce qu'on va essayer de répondre. Et déjà, le point important à prendre en considération, c'est que il y a quelque chose qui est très fort, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de liquidité. On sait qu'on n'a plus de momentum depuis déjà un certain temps, on n'a plus de volatilité. Quand on regarde des bougies comme celle-ci, je vous en ai déjà parlé, on voit des bougies qui sont flat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injection de liquidité, il n'y a pas de nouveaux capitaux, on a quelque chose qui lutte pour ne pas aller plus bas, pour ne pas aller plus haut, donc qui s'écrase. Globalement, le prix d'entrée de la semaine est égal au prix d'entrée de vendredi, donc il n'y a pas de mouvement hebdomadaire, donc on a une volatilité qui est presque nulle, et le momentum ici au niveau du RSI, on voit qu'on a un momentum qui est relativement flat, et on va zoomer rapidement pour bien voir, on voit bien qu'on a un momentum qui est vraiment flat ici, et qu'on est plutôt dans une forme de retracement ici effectif, pour pouvoir soit respirer, soit s'enfoncer en dessous des 50, idéalement en weekly, il faut tenir les 50 pour pouvoir justement avoir un petit peu encore de puissance pour pouvoir repartir à la hausse, et justement, ce qu'il nous faut, ça va être de retrouver des liquidités. Alors, ça c'est le cas, mais surtout, quand on compare ce qui est en train de se passer sur le SP500, on voit voilà l'équivalent de la semaine en SP500, où on voit une semaine qui a vraiment arraché. La fin de journée d'hier a été vraiment extraordinaire, avec une très grosse accélération. On a quasiment atteint les 4300 points, et on va en train de viser ici le break-off structure des 4338. Alors quand on compare avec le BTC, bon, ce sont des choses qui sont vraiment différentes. On a un BTC qui est plutôt morne, avec un SP500 qui est plutôt dans une phase d'accélération. Quand on regarde ici sur les différentes semaines, donc on va regarder ici sur le momentum, donc ça fait 77 jours, pardon, on a fait 12%, sur le BTC, 77 jours, on va regarder combien de temps ça fait, 77 jours, on va prendre l'ouverture de la bougie, jusqu'à la fermeture de la zone, donc on voit qu'on est à 77 jours, pareil, et sauf que là, on est à moins 2,65%. D'accord, on a un SP500 qui a pris 14%. Nous, globalement, on a descendu de moins 2% sur un actif qui à la base est ultra volatile. Là, ce n'est pas le cas. On a quelque chose qui est flat. On a quelque chose qui est justement écrasé. Et ça, c'est très intéressant. Si on regarde justement sur une version 3 mois, on voit que on a bien une bougie qui est totalement écrasée. D'accord, on a bien une bougie qui est écrasée, qui est dans une représentation d'un manque de liquidité. Et c'est justement la grande question. Ce qui nous manque, clairement, c'est que les liquidités ne sont pas sur le marché crypto. Il faut comprendre aussi que le marché crypto, il y a 3 vecteurs. C'est 1, c'est excessivement risqué. 2, il y a donc des grosses performances parce qu'il y a un gros risque. Et 3, c'est parce que c'est excessivement volatile. Ok. Actuellement, la volatilité, c'est compliqué. On va pas se le cacher. On l'a vu, 70 jours, moins 2%. Donc, globalement, si vous avez acheté à un prix il y a 77 jours, et que le prix maintenant, vous avez juste perdu 2%. Ce qui est juste ridicule par rapport aux performances qu'on peut avoir en termes de volatilité au niveau des cryptos et du BTC. Et du coup, ça sous-entend aussi que les performances haussières ne sont pas dans les cryptos actuellement, sont plus dans le SP500, et avant, dans le Nasdaq. Donc ça veut dire que actuellement, il est plus intéressant d'être exposé au SP500, d'être exposé au Nasdaq, que d'être exposé au BTC. C'est très important de le retenir. En termes de performance, actuellement, il est meilleur de ne pas être dans la crypto et d'être ailleurs. Et ça va encore plus loin, parce que quand on regarde, il y a autre chose qui est prise en considération, c'est les performances du yielding. Ça, je vous en ai déjà parlé, c'est les bons au trésor US qui sont
très haut actuellement. Nous sommes à plus de 5%, dans lequel on a globalement un paiement qui nous est fait, on dépose de l'argent, juste le fait de déposer l'argent, on gagne 5% annuellement. Quel est l'intérêt d'aller prendre une dose de risque supplémentaire, dans lequel on est dans un bear market, je le rappelle, on est toujours dans une partie basse au niveau du BTC, on est toujours ici dans une partie, certes on a fait une grosse accélération, mais on n'est pas revenu sur des niveaux d'accélération suffisamment forts pour se dire que, on va mettre en logarithmique, pour se dire que on est encore reparti sur une très très grosse progression. Globalement, on est encore dans quelque chose qui est un peu écrasé. Donc il n'y a pas d'intérêt à revenir pour des grosses institutions ou des gros portefeuilles. Les gros portefeuilles sont plus en préservation du capital plutôt qu'en termes de performance, et là actuellement les préservations du capital, autant aller chercher du Nasdaq, du SP500 ou aller chercher tout simplement des bonds, parce que actuellement c'est là où se trouve l'intérêt dans une période d'instabilité. Oui, période d'instabilité certes géopolitique, ça on a discuté déjà longuement avec ce qui se passe en Europe et l'Ukraine, mais aussi géopolitique en termes de Chine USA, dans lequel on a un avènement des BRICS versus le dollar, dans lequel on a une dédollarisation qui est en train de se mettre en place, qui est relativement dangereux pour les USA, et on rajoute aussi une instabilité politique au sein des USA, dans lequel on a des tergiversations entre les démocrates et les républicains. Ça fait très longtemps que ça n'a pas été aussi compliqué entre les deux, aussi difficile entre les deux, et on rajoute en plus sur les cryptos, l'incertitude réglementaire autour des USA, du Canada et de l'Angleterre, qui est globalement sous l'hégémonie des USA. Mais on a vraiment quelque chose qui est très compliqué dessus, et donc forcément, on a toute cette incertitude qui oblige les gens à être défensifs. Et donc forcément, quand on est défensif, on n'injecte pas que de la liquidité dans quelque chose comme les cryptos, où on est certes sur de la volatilité, bien que c'est pas le cas là actuellement, mais on a aussi des gros risques, donc on est plutôt dans quelque chose qui préserve, limiter les risques plutôt, ça va être le SP500, le Nasdaq et les bonds, forcément, les bonds, toujours très important, et du coup, les bonds, oui, mais là, ce qu'on regarde et ce que je vous présente assez longuement, c'est le yielding sur les 10 ans et les 2 ans, qui sont les bons au trésor sur 2 ans et les bons au trésor sur 10 ans, quand on regarde, il est plus intéressant de déposer sur 2 ans que sur 10 ans. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que, à l'heure actuelle, il est plus dangereux, enfin, le marché, price en tout cas, que les États-Unis ont plus de chances de faire un défaut de dette maintenant, donc on paye plus parce qu'il y a plus de risques, ce qui est logique, que dans 10 ans. Et ça, c'est très important de retenir, et on voit que là, dans la démarche, on est toujours en négatif, donc ça veut dire que le 10 ans est moins important que ce que l'on paye sur 2 ans, donc ça veut dire qu'on est en négatif, à moins 0,8, et on voit qu'on est en train de retester ici ce gap haussier qu'on avait eu, donc on est en train de retester une zone importante. Moi ce que j'espère c'est revoir ici potentiellement encore une cassure baissière pour repartir à la hausse, et marquer vraiment un retour à zéro. Là ce sera un bon signe, là ça voudrait dire que justement la courbe de représentation des taux s'inverserait, donc ça veut dire que aussi les 2 ans deviendraient moins rentables que celles des 10 ans, et potentiellement le yielding des bonds diminuerait. Et pour aller plus loin, pour arriver à ça, pour arriver justement au fait que ce soit moins intéressant d'aller acheter des bons du trésor américain, il y a plusieurs vecteurs. Et ça, on va faire une analyse croisée par rapport à ce graphique, je vais vous expliquer ça. Ce graphique représente plusieurs éléments. Première chose, courbe en jaune, vous allez avoir le yielding à 2 ans. Actuellement, c'est 4,50, donc vous êtes payé 4,50% sur 2 ans, donc si vous mettez tout simplement à l'année, 4,50 à l'année sur 2 ans, si vous mettez 100 €, vous allez toucher justement 4,5% la première année, 4,5% la seconde année, et à la fin des 2 ans, vous récupérez donc vos 100 € plus vos intérêts cumulés directement. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus rentable à l'heure actuelle en termes de risk-reward, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que vous ayez un défaut de paiement au niveau des USA, sinon ce serait catastrophique pour le monde, et à côté, vous êtes rémunéré pour tout simplement aider le pays à payer sa dette. Bon, voilà, à financer en tout cas les investissements à travers la dette. Donc ça, c'est logique, donc forcément, les gens vont se rouler dessus. Ensuite, on a de l'orange. L'orange, ça va être justement les taux de la Fed, très important, les taux de la Fed, c'est exactement l'augmentation des taux obligatoires sur les prêts accordés à la Fed et aux différentes institutions bancaires. Et on voit qu'on a une très grosse accélération, on va revenir là-dessus après. Ensuite, on a la ligne verte. La ligne verte, c'est la représentation de l'inflation. D'accord, donc qui est en year to year, donc dans lequel on a une comparaison année par année de l'inflation, et on voit qu'on a une inflexion qui est en train de se faire.
Et la courbe bleue, c'est quoi? C'est les emprunts à 30 ans, les pourcentages liés aux emprunts à 30 ans. Très important de le retenir, parce que c'est globalement la capacité d'endettement du peuple par rapport aux différents achats qu'il souhaite effectuer, que ce soit immobilier, que ce soit sur tout le reste. Sur 30 ans, généralement, c'est plutôt de l'IMO, mais on sait que le real estate, donc l'immobilier, est une grosse représentante et une grosse directive sur la puissance économique américaine, et donc derrière, la santé économique de l'ensemble du marché. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, déjà, plusieurs choses. On a quand même des débuts d'inflexion qui sont en train de se faire. Alors, on va oublier la courbe qui est donc violette, on va se concentrer ici sur la courbe jaune. On voit qu'on a une inflexion au niveau des bons au trésor, donc ça veut dire que on est plutôt dans une tendance qui commence à s'amorcer baissière, donc ça veut dire que on est plutôt dans quelque chose qui nous dit qu'on va avoir une baisse des taux, ou en tout cas une stabilisation, et si on regarde justement la courbe violette par rapport à la courbe orange, on voit qu'on a un écart qui se fait entre les deux. La courbe jaune est généralement en avance par rapport à la courbe violette, donc ça sous-entend que, comme d'habitude, le yielding des bonds est en train d'anticiper ce que va faire la Fed avec justement potentiellement un mouvement de plateau. Donc on est toujours en avance, que ce soit dans l'accélération, ou que ce soit quand on regarde un petit peu précédemment 2018-2019, on voit que on est aussi à l'avance dans la cassure baissière. Pareil, on a bien la chute qui s'effectue avant, et la cassure, ensuite la diminution des taux de la Fed qui s'effectue après. On a bien toujours cette démarche-là. Et pareil, l'inflation, on voit bien l'accélération haussière, et on voit bien la diminution de l'inflation qui s'effectue là, et la diminution de l'inflation commence déjà avec, à partir du moment où on est passé au niveau des 2% des taux. On sait qu'il y a un temps d'action sur l'économie américaine au niveau de l'augmentation des taux, donc globalement on va avoir une inflation qui va continuer à baisser si on n'a pas d'autres chocs, comme des chocs pétroliers qui vont se mettre en place, je ne pense pas, en tout cas pas tout de suite, et on va avoir ici le yielding qui va statuer, qui va chuter, pour préparer ici un plateau, pour potentiellement chuter. Bon, personnellement, j'ai tendance à penser qu'on va réaugmenter encore de 0,25 ici au niveau des taux pour arriver à 5,5, pour ensuite arriver sur un plateau, et ensuite un pivot de la Fed. Et là-dessus, la question c'est, ok, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que on est en train d'avoir des signes que l'économie américaine est en train de respirer, dans le sens où on a une inflexion de l'augmentation du taux à l'emprunt, on a une augmentation des taux directeurs qui entraîne une diminution de tout le reste, on a une diminution de l'inflation, et on commence à voir les signes précurseurs de la mise en place d'un pivot de la Fed, qui va entraîner après derrière, une stabilisation des taux de la Fed pour arriver après, par exemple, à un pivot, et qui sera donc forcément pricé quelques mois avant par l'ensemble du marché, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir ici, et quand on remonte dans le passé, c'est un petit peu ce qu'on a toujours vu. Alors, je vais juste retirer les inflations, parce que ça c'était une schématique qui est propre à ce qu'on est en train de voir maintenant, mais quand on regarde en 2005-2006, pareil, on a bien ici les bounds qui sont arrivés, et on a bien la mise en place ici d'une diminution de la tendance haussière, chose qu'on est en train de voir ici, d'accord, on pourrait très bien être dans cette accélération-là, d'accord, et ensuite avoir quelque chose qui fait ça, 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 et après, entamer la perte, la baisse. Et ensuite, ici, on a bien le plateau, donc on peut avoir une petite accélération, le plateau, et la mise en place comme ça, donc on a bien l'annonce qui se fait, hop, avant, et la mise en place après. Pareil au niveau du mortgage. Le mortgage, on voit bien qu'on a commencé à entamer la chute dès la mise en place du plateau. Donc là, on pourrait continuer à aller retester la partie haute en attendant la mise en place du plateau pour ensuite aller chuter. On est revenu au même niveau d'emprunt que 2005, 2006, 2007, donc 2008. Donc on est vraiment dans une zone de résistance forte, logique au niveau de l'économie. L'économie américaine se porte plutôt bien malgré tout ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a plusieurs raisons, que ce soit par rapport à la technologie et les différentes nouvelles technologies qui sont en train d'être mises en place et qui donnent en fait une nouvelle dynamique, en tout cas au Nasdaq, qui permet de pousser le SP500 et donc propulser une certaine forme d'économie, mais on sait que derrière ce n'est pas représentatif de l'économie générique, donc on sait qu'on a un essoufflement qui est en train de se faire, il faut derrière arriver à avoir une cassure et une stabilisation ici pour arriver justement à une diminution, et cette diminution entraînera quoi? C'est globalement ce qu'on cherche. Cette diminution va entraîner une baisse de rentabilité des bons au trésor américains. Derrière, ça va entraîner aussi un intérêt
au niveau du Nasdaq et du SP500, donc au niveau des actions, et donc forcément derrière, étant donné qu'on va avoir un assainissement de la partie tension et instabilité économique, on aura un retour des capitaux dans les actifs risqués qui vont se mettre en place à travers le BTC par exemple, Ethereum, notamment Ethereum est en bonne liste parce que justement on est dans quelque chose qui est déflationniste avec un système de stacking qui fait des rewards sur un actif qui est en plus déflationniste, donc on a une prise de valeur qui est assez importante, et on a à côté justement un intérêt à retourner parce qu'on va avoir une diminution ici du prix de l'emprunt, donc à travers un plateau, puis après une mise en place d'un pivot, donc un retour de la liquidité, donc clairement les personnes peuvent emprunter, donc on a un retour de la liquidité, et à côté on a une diminution de l'intérêt à prêter de l'argent aux USA ou aux différentes sociétés ou aux différents acteurs économiques importants comme gouvernement, parce que on a les taux qui vont diminuer, donc les bonds vont diminuer, et à ce moment-là on va se retrouver sur une volonté de rechercher quoi ? De rechercher justement de la performance, et pour gagner cette performance, on ira chercher justement potentiellement du risque, et donc un retour sur quoi ? Sur du BTC, et c'est un petit peu là ce qui nous tient actuellement, j'ai envie de vous dire, si on regarde un peu en monthly, ce qui nous tient vraiment au niveau du BTC, je pense que c'est les performances qui sont en train de se faire au niveau, alors je suis passé en daily, je voulais mettre en monthly, on remet, tac, c'est ce qui est en train de se faire, ce qui fait qu'on tient un petit peu, c'est que principalement on a des bonnes performances SP500, Nasdaq, économie américaine, qui fait que on ne s'enfonce pas plus, parce que si on avait justement quelque chose qui stagnait peut-être au niveau du SP500 et du Nasdaq, ou même qui chutait, qui retraçait, chose qui arrivera à un moment donné, bon, en l'occurrence, on aurait un BTC qui, ici, ne tiendrait pas, et serait déjà potentiellement dans les 22 000, voire même plus bas 20 000, pour retester ici cette zone-là, pour repartir à la hausse. On aurait quelque chose qui aurait respiré depuis assez longtemps. Là, ce qui tient, c'est que tout le reste tient, et donc derrière, il n'y a aucun intérêt à couper des positions, et de tenir les positions le temps que ça se mette en place. Au niveau du délai, il faut juste prendre en considération que c'est quelque chose qui prend du temps, c'est pas quelque chose qui prend 6 mois, 5 mois. Je pense que clairement on est parti pour une année entière, voire peut-être même 5 mois, 6 mois, 7 mois, vraiment de stabilité au niveau des taux, pour arriver jusqu'à peut-être janvier de l'année prochaine, pour ensuite arriver dans une forme de pivot, à moins qu'on ait d'autres annonces qui arrivent à ce moment-là. Donc ça sous-entend qu'on aura derrière une réponse du marché qui se fera certainement en septembre, voire fin de l'année 2023, pour ensuite préparer la suite, et ce qui serait en même temps cohérent par rapport à notre cycle habituel du BTC, et notamment le halving qui se prépare en amont, où on a toujours une accélération avant, respiration pendant, accélération après. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, ça me fait toujours très plaisir, ça aide la chaîne, et si jamais vous avez loupé la vidéo d'hier sur Atom, je vous la mets ici, directement, comme ça vous pouvez rattraper votre retard. Vous allez voir aussi, Atom, c'est une blockchain qui est très intéressante, et qui se trouve dans une zone aussi très intéressante. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.